Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Délégué Général qui a disparu et que je remercie de m'avoir invité à parler de ce sujet, la collectivité exploitante agricole. Alors, le rôle qui est traditionnellement attendu, dévolu aux collectivités en matière d'agriculture, c'est celui d'un soutien aux producteurs, soutien à leurs débouchés, ça a été abordé ce matin. La montée en puissance d'une politique de l'alimentation en parallèle d'une politique agricole et puis l'injonction nationale à la mise en œuvre de systèmes alimentaires territorialisés ont conduit certaines collectivités à réinterroger la nature de leurs relations avec les exploitants. Et des collaborations inédites se sont nouées à la faveur notamment des projets alimentaires territoriaux. Et l'acculturation progressive par les collectivités des enjeux liés à la production et à l'organisation des filières a manifestement suscité des vocations, puisque certaines d'entre elles, parmi les plus mobilisées autour des questions de transition alimentaire, ont choisi d'internaliser l'offre de produits agricoles en prenant directement en charge l'acte productif. Alors, aucune collectivité ne dispose d'une telle compétence d'attribution. Mais les communes, à la différence des régions et des départements, jouissent d'une compétence générale qui leur permet finalement de régler toutes les affaires qui les concernent. Et donc, c'est à ce niveau d'échelle, éventuellement via un EPCI par délégation de compétences, que se conçoit l'existence d'une ferme publique. Ces expériences, elles s'inscrivent pratiquement toutes dans une démarche de sécurisation de l'approvisionnement, de la restauration scolaire en produits frais et locaux. Elles visent, pour la plupart, à s'affranchir du principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. La personne morale de droit public, ça a été évoqué par François ce matin, a la possibilité d'accomplir ses missions par ses propres moyens, plutôt que de recourir à des prestations ou à des fournitures de tiers. Et on sait que l'attribution d'un marché en restauration collective publique sur la base d'un critère de préférence locale, que ce soit sur l'origine des produits ou l'implantation des entreprises fournisseurs, c'est un critère discriminatoire puisqu'il établit une différenciation entre entreprises. Les instruments du droit de la commande publique, ils ont certes été assouplis pour faciliter l'approvisionnement local via le sourçage, l'allotissement fin, des critères qualitatifs d'attribution des marchés, mais ils n'atteignent pas toujours leur but. Soit parce que, dans sa conception, l'appel d'offres ne parvient pas à exclure une offre meilleure, non locale, soit parce que l'offre locale n'existe tout simplement pas, ou soit parce que les producteurs locaux ne candidatent pas. Et donc la ferme municipale, cette ferme publique, elle va permettre de lever au moins partiellement ces obstacles. Et elle devient alors une composante du service public administratif de la restauration scolaire, et elle sert fréquemment de déploiement à des activités annexes de nature pédagogique et sociale en rapport avec l'alimentation et la citoyenneté. Une fois actée la création d'un service public local agricole, la commune est libre de choisir ses modalités de gestion. Alors notre sujet, c'est la collectivité exploitante, ce qui va exclure la circonstance dans laquelle la commune créerait une entité dotée de la personnalité juridique, un établissement public agricole local. Dans l'hypothèse qui est la nôtre, une collectivité exploitante, c'est la régie qui s'impose, qui peut prendre plusieurs formes. Le modèle, semble-t-il, le plus répandu, c'est celui de la régie simple, sans autonomie financière, dont le budget est intégré au budget local de la collectivité. Elle est plus rarement dotée d'un budget propre. Mais la collectivité aurait la faculté de se montrer plus audacieuse encore et d'investir les marchés concurrentiels, c'est-à-dire de proposer ses produits à des tiers non usagers. Dès le XIXe siècle, on sait que des communes ont érigé des activités habituellement prises en charge par des personnes privées en services publics locaux. Et un regain agricole de ce qu'on appelle le socialisme municipal n'est pas inconcevable. Le Conseil d'État
pour protéger la liberté du commerce et de l'industrie exige toutefois qu'un intérêt public le justifie. Cet intérêt public, il pourrait résulter, par exemple, d'une carence de l'initiative privée. Imaginons un territoire sur lequel il n'y aurait absolument aucune offre de producteurs locaux. L'intérêt public pourrait consister également à satisfaire des besoins de développement touristique ou à attribuer de nouvelles ressources, être l'accessoire d'un service public pour contribuer à son équilibre financier. On peut imaginer le scénario suivant des fermes municipales qui choisiraient de vendre les surplus non consommés s'ils existaient ou d'utiliser l'exploitation, le support, comme support à des prestations culturelles ou de loisirs. Alors, dans la cour des vraies fermes, sous-entendu les fermes privées, on entend bruisser la rumeur désapprobatrice. Alors, cette intrusion des communes dans les champs agricoles, elle suscite des craintes. Alors, certaines sont idéologiques et pas toujours très rationnelles. La peur de l'entrisme rouge, du retour des sovkhozes et peut-être pire encore, la fonctionnalisation des agriculteurs. Peur aussi peut-être d'une disqualification de l'exploitation agricole qu'on s'échine depuis des décennies à faire reconnaître comme une entreprise performante et compétitive comme les autres. D'autres craintes, qui sont cette fois le fruit de la rationalité économique, ne sont pas en revanche dénuées de fondement. Un nouvel entrant, c'est un nouveau concurrent. Un nouveau concurrent sur les marchés, un nouveau concurrent surtout pour l'accès aux ressources finies, indispensables à l'agriculture, foncier en premier lieu. La réalité de cette concurrence, elle est intuitivement faible, elle est difficile à mesurer. À notre connaissance, il n'existe aucune statistique suivie qui permettrait de rendre compte ni du phénomène, ni de son évolution en surface occupée, en volume écoulé. Alors j'ai trouvé une récente étude de l'association 1+ Bio qui nous dit qu'il y aurait 35 régies agricoles sur le territoire avec une surface moyenne de 3,5 hectares. Et puis, un nouvel entrant, personne morale de droit public, c'est un nouveau concurrent dont on peut craindre qu'il jouisse de privilèges liés à sa nature. Là, on parle davantage de sentiment de concurrence déloyale qui, lui, est plus facile à dissiper par l'étude du droit applicable à l'exercice par une collectivité locale d'une activité agricole. C'est ce droit que je propose, si ce n'est d'explorer, au moins de découvrir, en 2 temps, 2 questions. Première question, la collectivité qui exerce une activité agricole est-elle agricultrice? Quel genre? Comment sont agencées les règles propres à ces identités multiples, à la fois personne morale de droit public et exploitante? Quelle intersectionnalité? Quel genre, d'abord? La nature de personne morale de droit public exclut-elle ipso iure la qualité d'agriculteur? Pour répondre à cette question, je mobiliserai 2 critères, un critère organique puis un critère matériel. Critère organique d'abord, l'actif. La collectivité exploitante est-elle un actif agricole? Évidemment non. On sait qu'elle est considérée comme un actif au sens d'L 311-2, tout chef d'exploitation, la collectivité n'étant pas une personne physique, ce qualificatif est exclu. Elle n'est pas davantage une entreprise dirigée par un actif agricole, avec cette mention au RNE. Alors, toutefois, sont immatriculées au RNE les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature possiblement agricole, et donc les régies qui seraient dotées d'une personnalité juridique autonome, elles pourraient y figurer. Quant à l'agent agriculteur, le fonctionnaire, souvent recruté parmi les espaces verts ou agents contractuels, c'est un truisme, il n'est pas davantage actif agricole, faute de satisfaire aux exigences d'affiliation au régime des non-salariés agricoles. En revanche, et ça a été dit ce matin, la collectivité qui exerce une activité agricole est un agriculteur actif au sens de la politique agricole commune et peut donc, à ce titre, prétendre à des aides. L'article D614-1 vise en effet les personnes morales de droit public sans restriction
dès lors qu'elles exercent une activité agricole au sens du droit européen. Et on sait que la définition européenne de l'activité agricole, elle est particulièrement inclusive. Il suffit d'exercer une activité de production et même simplement d'entretenir des surfaces agricoles. En ce sens, elle diffère de celle retenue par L311-1, qui est le critère matériel que je vais à présent développer. Alors fondamentalement, en droit français, un agriculteur, c'est celui qui exerce une activité agricole au sens de L311-1. Une activité agricole par nature d'abord, une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique, bref. On enseigne classiquement, même si le texte ne l'explicite pas, que seule l'activité agricole exercée à titre professionnel est concernée. Alors peut-on considérer ainsi un service public local ? Professionnel est parfois assimilé à esprit de lucre. Or, d'esprit de lucre, la collectivité est a priori dépourvue. On pourrait même considérer, lorsque la production est destinée à fournir la restauration scolaire, qu'il s'agit d'autoconsommation. Or, l'autoconsommation, la jurisprudence l'exclut de l'article L311. Mais on raisonnera plutôt par analogie avec les associations, qui sont, elles, des structures sans but lucratif, et certaines d'entre elles, notamment dans le champ de l'insertion, utilisent l'agriculture comme support pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et ces associations-là, la jurisprudence admet tout à fait qu'elles puissent bénéficier du statut du fermage, et on doit donc, par analogie, considérer que la satisfaction des besoins des usagers de la restauration collective suffit à établir le caractère professionnel de l'activité et, partant, la qualité d'agricultrice de la collectivité. Sont également réputées agricoles les activités qui ont pour support l'exploitation. Il n'est pas rare que les régies, elles proposent à la population finalement un bouquet de services pédagogiques, sociaux et culturels attachés à leur régie. Alors on sait que L311, les juges en retiennent une acception de ce support plutôt strict et exigent que l'activité principale soit une activité de production. Or, la production, c'est rarement finalement le noyau dur du projet de ferme municipale et souvent l'activité agricole par nature et les services qui lui sont associés n'entretiennent pas un rapport d'accessoire avec un rapport à principal, mais une relation d'indivisibilité. Cette situation, si on était un agriculteur personne privée, ça nous exposerait à un risque d'éclatement de notre statut juridique, fiscal, social, mais ce risque d'éclatement n'existe pas pour une collectivité qui s'expose finalement, principalement, voire exclusivement, à une éviction des mécanismes protecteurs du droit foncier rural, si tant est qu'elle en bénéficie. Ce qui nous conduit à interroger à présent, dans un second temps, le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les régies et la façon dont il appréhende ou pas les identités multiples de la collectivité exploitante, un cadre juridique intersectionnel. La collectivité jouit-elle de l'ensemble des prérogatives et subit-elle l'ensemble des contraintes attachées à l'exercice d'une activité agricole ? En miroir, la collectivité jouit-elle de l'ensemble des prérogatives et subit-elle l'ensemble des contraintes attachée à sa nature? Elle évolue à l'intersection du droit public et du droit privé. Alors parce qu'elle est une personne morale de droit public, il est évident que des pans entiers du droit rural ne la concernent pas. Comme elle est dépourvue de capital, tout le droit des sociétés, la régulation du marché des titres sociaux, c'est sans objet. Comme elle est dépourvue de famille, ma collectivité, eh bien, des mécanismes comme l'attribution préférentielle, le salaire différé sont sans objet. Qu'en est-il en revanche du droit de la terre, du droit du marché ? Pour apprécier l'originalité du cadre juridique applicable à ces régies et sans prétendre à l'exhaustivité, loin s'en faut, intéressons-nous aux deux matrices de l'agriculture, la terre et les marchés. La terre, d'abord. Il lui faut du foncier à ma collectivité. Quel foncier pour la régie ? La collectivité, elle peut exploiter des terres libres de toute occupation dont elle est propriétaire. C'est même d'ailleurs le scénario le plus fréquent. Si les terres appartiennent à son domaine privé, l'affectation au fonctionnement du service public de la restauration collective pourrait bien faire basculer
ces terres agricoles dans le régime de la domanialité publique, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public local. On imagine un drainage, la construction d'une serre. Et du même coup, si la collectivité entend louer à bail rural, si elle abandonne son projet de régie, il lui faudra en passer par une assez lourde procédure de déclassement. Qu'en est-il lorsque les terres convoitées par la commune sont occupées cette fois ? Dans quelle mesure une collectivité peut-elle reprendre un immeuble pour l'exploiter elle-même ? Ça a été évoqué tout à l'heure sur le domaine public. Sur le domaine public, les terres agricoles, elles ne peuvent être exploitées que dans le cadre d'autorisation d'occupation temporaire soumises à un régime de droit public. Elles sont toujours précaires, toujours révocables, et donc la collectivité peut invoquer la création d'une régie pour reprendre les terres de son domaine public. Sur le domaine privé, s'il est loué par bail rural, eh bien, peut-elle exercer un droit de reprise pour l'exploiter, L411-60 ? On sait que dans 2 arrêts de 2012, la Cour de cassation avait jugé, s'agissant d'un établissement public hospitalier, que compte tenu de ses missions légales, quand bien même il exercerait une activité viticole, il ne pouvait être regardé comme ayant un objet agricole. Or, le droit de reprise est réservé aux personnes morales à objet agricole. Le juge constatait qu'aucune des missions dévolues aux établissements de santé par le Code de la santé publique n'était de nature agricole. Mais le principe de spécialité qui vaut pour les établissements publics ne concerne pas les communes qui, elles, bénéficient d'une clause générale de compétence, en sorte qu'il n'est pas certain que le raisonnement puisse leur être transposé. Alors reste que les membres des personnes morales ne pourront assurer l'exploitation du bien repris, nous dit le Code, que s'ils détiennent des parts sociales, condition que peut difficilement satisfaire la collectivité. La personne morale de droit public pourrait alors privilégier l'opposition au renouvellement dans les conditions de l'article L415-11 qui dispose que le preneur ne peut invoquer ce droit lorsque la collectivité a fait connaître sa décision d'utiliser les biens loués directement et en dehors de toute aliénation à une fin d'intérêt général. Dans l'arrêt que j'évoquais tout à l'heure de 2012, la Cour de cassation a jugé que l'augmentation des ressources ne constituait pas pour l'établissement public l'utilisation de son bien à une fin d'intérêt général. Rien n'indique que la solution serait la même, et c'est même sans doute le contraire, lorsque la collectivité entend fournir la restauration collective publique. La collectivité, enfin, peut-elle, à défaut de disposer en propriété de terres agricoles ou de terres agricoles adaptées à son projet, les prendre à bail rural ? Rien ne paraît exclure la faculté pour une commune de louer. Le statut, si on regarde les règles, il n'opère aucune restriction quant à la nature du preneur à bail. Alors, il appréhende par des dispositions spécifiques la personne morale de droit public bailleur, mais il est muet s'agissant de la situation miroir, la personne morale de droit public preneur. Mais alors, les dispositions statutaires réservées aux personnes physiques ou aux personnes morales capitalistiques seraient complètement inapplicables et le statut largement amputé. Autre question que l'on peut se poser, lorsqu'elle exploite, la collectivité est-elle assujettie à la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles ? Doit-elle obtenir une autorisation ? Les textes du Code ne permettent pas de l'exclure formellement. Le contrôle des structures, il s'applique à la mise en valeur des terres au sein d'une exploitation, quelle que soit la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci. Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur par la même personne et sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitation au bénéfice d'une exploitation ne comportant pas de membres ayant la qualité d'exploitant, ce qui est manifestement le cas de la collectivité, sauf à considérer que l'agent responsable de culture a cette qualité. Et puis on peut raisonner par analogie avec les établissements publics. Les établissements publics de santé ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, ils doivent solliciter, le cas échéant, une autorisation au titre du contrôle des structures. Après la terre, le marché.
Ma collectivité, ma commune, elle doit en passer par l'achat de fournitures. Elle conclut des contrats pour répondre à ses besoins. Ces contrats, ils sont soumis au droit de la commande publique, qu'il s'agisse de marchés de travaux de bâtiments destinés à remplir une fonction technique, la construction d'une serre par exemple, que ce soit l'achat de produits comme un tracteur ou de prestations de services, elle sera contrainte d'en passer par l'une des procédures organisées par le Code de la commande publique, sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés de faible montant, ou par une procédure adaptée ou formalisée pour les autres. La collectivité exploitante peut, selon comment le projet de régie agricole est conçu, intervenir également sur les marchés en qualité de vendeur. Ça a été évoqué en introduction, c'est-à-dire proposer à des tiers non usagers ces produits à la vente. Dans le cadre de marchés privés, le Conseil d'État juge que l'intervention d'une collectivité ne doit pas se réaliser suivant des modalités qui fausseraient le libre jeu de la concurrence. Le droit de la concurrence s'applique pleinement à la personne morale de droit public qui agit sur des marchés concurrentiels. D'ailleurs, l'article L 410-1 du Code de commerce nous dit le livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence s'applique à toutes les activités de production, y compris, je cite, celles qui sont le fait de personnes publiques. Elle ne saurait ainsi, ma régie, proposer à la vente des produits à un prix très bas en espérant tirer le marché local des produits destinés à l'alimentation vers le bas. Il n'est pas exclu, enfin, que la personne publique en fournisse une autre, dans le cadre de marchés publics, cette fois. Alors, le Conseil d'État nous dit que la candidature doit répondre à un intérêt public, elle doit constituer le prolongement d'une mission de service public et avoir notamment pour but d'amortir des équipements, valoriser les moyens du service ou assurer son équilibre financier. Et j'en reviens à l'étude que j'évoquais en introduction qui nous apprend que les régies agricoles enquêtées, et seulement elles, même après plusieurs années d'existence, peinent à atteindre cet équilibre. En l'absence de budget propre, beaucoup n'ont pas de visibilité sur leur modèle économique et ignorent même leur coût de revient. De cette brève et parcellaire exploration de l'environnement juridique des collectivités exploitantes, il ressort que la pratique se coule mal dans le droit de l'activité agricole. Agricultrices à géométrie variable, ces collectivités, elles évoluent dans une zone grise qui est marquée par l'incertitude sur le droit applicable, l'inadaptation de règles conçues pour l'entreprise capitaliste et une stratification des contraintes qui se cumulent en provenance du droit privé et du droit public. Donc au final, si la régie agricole est un instrument assurément innovant, son déploiement à grande échelle est peu probable, au moins dans le contexte juridique actuel. Et il me semble que plusieurs perspectives se dessinent, je vous les soumets, il y en a sans doute d'autres. Soit le modèle disparaît, sous l'effet conjoint d'un assouplissement du droit de la commande publique, dont on voit qu'il est à l'œuvre avec la loi climat et résilience, qui inclut plusieurs mesures destinées à prendre en compte davantage encore le développement durable lors de la passation des contrats, et puis d'une politique publique locale volontariste d'installation. Premier scénario. Soit ce modèle est réorienté vers la fourniture de services pédagogiques, de services sociaux plutôt que de denrées, en sorte de tarir toute source ou tout sentiment de concurrence sur les marchés privés ou publics. Soit il essaime, et avec lui un service public agricole, à la condition cependant de clarifier son droit. Je vous remercie.